Rites dans les salons occidentaux ne peuvent et ne doivent pas s'imposer à des peuples en guerre. Surtout que les guerres sont toujours menées de façon assumée ou larvée par les dits occidentaux. Prenez le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire et regardez la situation au Moyen-Orient depuis quelques jours. Alors que l'Iran l'a signé, ratifié, se soumet au contrôle induit par sa qualité d'État partie et ne dispose donc pas de la bombe atomique, Israël, l'âme damnée des États-Unis dans la région, qui n'a jamais ni signé ni ratifié ce traité, dispose, lui, de l'arme nucléaire, un cadeau que la France lui a offert en 1957. Et c'est ainsi qu'Israël occupe la Palestine, détruit Gaza, rase Rafah et il n'y a rien. Israël attaque le Liban et occupe son sud et il n'y a rien. Israël détruit la Syrie, installe un terroriste dans le fauteuil présidentiel et occupe la majeure partie de son territoire et il n'y a rien. Israël attaque le Yémen et il n'y a rien. Israël pousse les États-Unis à frapper et à occuper l'Irak et il n'y a rien. Et c'est ainsi que Netanyahou peut se lever un matin et balancer des bombes sur l'Iran après nous avoir bassinés depuis les années 90 avec le mythe selon lequel Téhéran serait en passe d'avoir l'arme nucléaire, et il n'y a rien. Celui qui a tout compris, c'est Kim Jong-un, que j'appelle affectueusement Poupouillou. Vous ne trouvez pas qu'il a une tête de Poupouillou? Qui a décidé de retirer la Corée du Nord de ce traité en 2003 pour aller tranquillement construire sa dissuasion nucléaire. Et de facto, personne ne vient l'emmerder. Parce que dans le monde actuel, c'est très simple. Si tu es faible, ils te détruisent sans sommation. Si tu es fort, ils vont t'appeler à la table de négociation pour endormir ta vigilance et te frapper au moment opportun. Et si tu es trop fort ou très fou, ils vont te laisser tranquille. L'Iran décide de passer à l'acte ou de répondre à la provocation américaine. Qu'est-ce que l'Amérique a fait donc? L'Amérique dit soit l'Iran lui vend du pétrole, soit personne ne paye pétrole iranien. Et c'est ça même qui a poussé l'Amérique de venir barrer la route pour les clients iraniens qui viennent payer le pétrole iranien. Et l'Iran n'a pas aimé ça. L'Iran a essayé de négocier, l'Iran a essayé d'expliquer à l'ONU pour qu'il puisse parler à l'Amérique, mais apparemment il a compris que l'ONU sont contrôlés par Donald Trump et son groupe. Donc il décide désormais de passer à l'acte. Et il a informé à ses voisins des Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite et Koweït qu'ils vont tous enlever les navires pétroliers à proximité du détroit d'Ormuz. Désormais, tous les navires qui se trouvent à proximité seront détruits par les Iraniens. Parce que c'est le seul langage politique que malheureusement Donald Trump comprend. Force brute. Il te frappe, tu le frappes. C'est ce qu'il comprend. Et c'est un langage politique universel. Et les alliés iraniens aussi ont compris qu'avec l'Amérique, on ne peut protéger les intérêts à la diplomatie. La Chine a dit que non, si l'Amérique ose d'attaquer ces navires pétroliers, la réponse sera immédiate. Et la Russie a décidé d'envoyer des soldats en Iran. C'est sur place, il peut protéger ses intérêts. Waouh! Ça, c'est une nouvelle phase de conflit. À l'époque, la Russie et la Chine, ça est de ne pas rentrer directement en conflit. Mais cette fois-ci, ils ont compris qu'il est impératif pour eux de rentrer directement en conflit. Parce que ce sera la seule façon pour l'Amérique de les respecter. L'Amérique ne respecte aucune personne. Dans la perception américaine, ils sont les puissants. Donc, ils ont le droit de faire tout. Alors les gars, donnez-moi votre idée en commentaire. L'Iran a-t-il raison de refuser de vendre le pétrole en Amérique ou pas? Ou l'Amérique a-t-il raison de bloquer la route parce que tout simplement l'Iran refuse de vendre le pétrole ou pas? Donnez-moi votre idée en commentaire les gars. La France et l'Angleterre
décident de rentrer en guerre directe avec l'Iran, jusqu'à ce qu'ils envoient les navires français et anglais pour aller défendre ou pour aller aider l'Amérique dans le Moyen-Orient. Waouh! Et pourtant, l'Iran a dit que tout pays qui va décider d'aider l'Amérique directement, cela veut dire que non, ce pays est rentré en conflit direct ou la guerre directe avec l'Iran. Alors, ces Français et Anglais, préparez-vous. Très bientôt, l'Iran ou les bijoux iraniens fera visite dans les deux pays. Parce que l'Iran ne rigole pas avec sa souveraineté. Et c'est tout à fait, ils ont tout à fait raison. La souveraineté iranienne, il ne peut négocier. Y compris la vôtre. La souveraineté française et anglaise ne peut être négociée. Donc c'est pareil que l'Iran fait. Donnez-moi votre... Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça. Donc voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc nos transactions aussi ont été bloquées. Avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc on est là, la guerre est là. Et on veut des drones, on veut des armes. On ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or et sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer, et ils ont levé un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc l'or est très important, et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre les parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or. Et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies. Il paraît que l'Iran aurait demandé aide au président nord-coréen pour qu'il puisse l'aider à lui fournir des matériels militaires très sophistiqués pour combattre l'Amérique et Israël. Je dis bien, il paraît. Parce que cette information n'est pas... Voilà. C'est sur le site de RFI et France 24 que j'ai pris. Alors, heureusement, cela n'a pas fonctionné. Maintenant, l'Iran veut raviver l'ancien conflit entre l'Amérique et Nord-Corée, afin d'appliquer directement le président nord-coréen dans cette guerre. Alors, c'est normal que l'Iran puisse demander si c'est vrai Kim Jong-un, parce que désormais l'ennemi de l'Amérique, c'est ami de l'Iran. Alors, si l'Iran demande
quelconque ennemi de l'Amérique pour qu'elle puisse l'aider, c'est la bienvenue. C'est pareil, l'Amérique fait aussi. L'Amérique demande tous les ennemis de l'Iran pour qu'elle puisse être aux côtés de l'Amérique pour combattre l'Iran. Mais malheureusement, tous les voisins iraniens, l'Amérique a essayé de les manipuler. Malheureusement, ils ont compris, ils ont refusé. Parce que s'ils vont accepter d'aider l'Amérique aujourd'hui, de détruire l'Iran, 5 ans, 10 ans plus tard, l'Amérique va venir les détruire encore. Raison pour laquelle ils ont décidé de refuser d'être un autre. Même si ça, c'est pas trop bon, mais c'est mieux que non zéro. Alors, mais je sais très bien que cela ne marchera pas. Kim Jong-un est très dangereux. Et même confirme que non, il est très dangereux. Parce que tout simplement, c'est impossible de les manipuler. On ne peut manipuler les Nord-Coréens dès l'instant où on t'arrête pour trahison, de commencer à toi jusqu'à tes familles, toute la famille, ils vont envoyer au repos éternel. Raison pour laquelle ils ont essayé tout possible pour qu'ils puissent manipuler, mais non, sans suite. Raison pour laquelle on est très dangereux. Et pourtant, c'est l'Amérique qui est très dangereuse. Comment est-ce que tu peux te lever un jour sans aucun fondement légaux pour attaquer un pays, sous prétexte qu'il aurait à avoir des matériels militaires qui pourraient menacer toute la sécurité nationale. Et pourtant, l'Amérique produit des matériels très dangereux qui menacent la sécurité nationale. Critique après une série d'attaques coordonnées sans précédent lancées samedi par des terroristes alliés à la rébellion Touareg contre des positions stratégiques de la junte du pouvoir de transition à Bamako et dans plusieurs grandes villes. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, figure clé du régime, a été tué dans ces attaques malheureusement qui font planer une forte incertitude. Je vous propose de voir ce communiqué lu à la télévision nationale au Mali. Un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. C'est un drame que ce qui se produit chez nos frères du Mali. Sadio Camara, c'est une figure centrale du pouvoir de transition au Mali. André Silver, Conan, analyse, décryptage. Oui, c'est vraiment malheureux ce qui arrive au Mali. Depuis 2012, c'est la première fois que des attaques pareilles se déroulent dans le pays. Vraiment, je compatis avec le peuple malien. Je présente toutes mes condoléances à la famille du général Sadio Camara. C'est vraiment ce qui arrive au Mali, c'est vraiment malheureux. Vous voyez, la même journée, on a Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati. Ce qui est inédit, oui, c'est que le JNIM s'allie aux rebelles Touareg du FLA. Oui, vous voyez, de nombreuses personnes ne connaissent pas très bien le Mali, mais imaginez que dans la même journée, presque à la même heure, on attaque Korogo, Abengo, touche du bois, Bouaké, oui on touche du bois, Bouaké, Abidjan, Bengeville, parce que Bamako et Kati, c'est vraiment un peu Abidjan, Bengeville. Kidal c'est dans le nord-est, Savary c'est dans la région du Mopti, au centre, tout ça. Donc c'est vraiment coordonné. Et puis on a donc, ce n'est pas inédit, cette connexion entre les rebelles Touareg et les terroristes. C'était en 2012, ils avaient fait cela. Et puis aujourd'hui encore, le Front de libération de l'Azawad, qui est donc un groupement de mouvements, de 4 ou 5 mouvements Touareg et Peul dans le centre américaine, donc c'est déjà colossal. La France en a un, juste pour vous donner un ratio. Le deuxième point, c'est un monstre. Il fait 333 mètres de long. Le pavillon français fait 260 mètres de long. Vous voyez, il y a une sacrée différence, quasiment 100 mètres de différence. Il est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut noter, il y a en gros 5000 marins, tout compris pour ce que vous avez l'équipage, 4000 hommes, et après vous avez, en fait, ce qui est important, c'est les avions qui sont embarqués. Alors, globalement, une capacité, en gros, 60 avions, plus des avions de détection. Alors, F-18, F-35, tous les hauts de gamme. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment
vraiment, c'est une machine de guerre. D'autant que c'est un engin, c'est un bateau qui est en plus équipé avec des torpilles, avec des missiles solaires et évidemment avec des missiles anti-navires. Donc en soi, c'est c'est un outil de combat. Et non seulement ça, mais il est accompagné par des destroyers qui sont une escorte, plus au minimum un sous-marin d'attaque. Donc c'est très conséquent. Oui, donc c'est 90 jusqu'à 90 avions. Ça, c'est le full de full, rempli de... Il est là, ouais. Il fait 333 mètres de long, si je ne m'abuse. Juste pour vous préciser, Ike, parce que je crois que c'était le surnom du président Eisenhower. Depuis son enfance, il était surnommé Ike, donc on surnommait aussi, et c'est la devise aussi de ce porte-avions Eisenhower. Alors la question, on dit certes, si on déploie un 4e porte-avions, où est-ce qu'il pourrait se situer ? Hop, on va essayer de regarder les différentes options sur une carte. Donc là, vous avez les 3 porte-avions américains qui sont déjà déployés dans la zone, l'US Gerald Ford, le George Bush et l'Abraham Lincoln. Si le Eisenhower venait dans cette région, on le mettrait où ? Alors, il y a 2 options. Pour faire quoi ? Première chose, soit il va renforcer ces trois porte-avions, donc il y aurait 4 porte-avions pendant un certain temps, ce qui donnerait une force de frappe extrêmement importante, comment dire, aux Américains pour agir sur les Iraniens. Premier point. Deuxième point, on peut envisager éventuellement une relève, puisque le Gerald Ford est en place depuis plusieurs mois. Il a été au large du Venezuela. On peut imaginer qu'il y aurait une relève qui se mettrait en place, qui paraît très normal. Donc il remplacerait celui-ci. C'est une option. Il y a 2 options. De toute façon, avant qu'il soit remplacé, on peut imaginer que le Gerald Ford pourrait passer en Méditerranée, l'autre pourrait arriver. Donc vous voyez, il y aura 3 ou 4 avions porte-avions pendant un certain temps. Maintenant, par où il va passer ? En fait, ça donnera une indication. S'il passe par la Méditerranée, donc au nord, il y a de fortes chances qu'il relève le Gerald Ford en mer Rouge. S'il passe par le sud, il y a de fortes chances qu'il renforce le Bush qui vient d'arriver dans l'océan Indien. Et là, ce sera l'outil de combat. S'il passe par le sud, c'est l'Eisenhower sera un porte-avions de combat. Il servira tout de suite avec le Gerald Ford. Et puis s'il passe par le nord, il remplacera. Donc voilà un peu les options qu'on a devant nous. Je crois que c'est seul par du désordre au Moyen-Orient, par la flambée des prix du pétrole et par le retour de l'inflation, notamment en Europe. Et c'est une intervention qui montre à quel point les intérêts américains et les intérêts européens sont désormais totalement désalignés. D'une autre. Là, tout s'est mis en place pour que je pense que Trump soit tenu en échec quand même. Peut-être là que je serai un petit peu plus dur vis-à-vis de Trump, tenu en échec par le pouvoir iranien. Parce qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont beaucoup plus de cartes dans leurs mains que Trump. Trump, qu'est-ce qu'il a ? Il peut employer plus de force, il peut lever le blocus, mais à ce moment-là, c'est un gain précieux pour les Iraniens. Mais il ne peut pas défendre les pays du Golfe plus que ça n'a été fait. Il ne peut pas réduire visiblement le stock de missiles balistiques, la dissuasion conventionnelle des Iraniens. C'est celle où le prix du baril monte à 120, à 130, à 150 $. Ça a une répercussion immédiate sur les prix à la pompe, bien entendu. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus redoutable et qui inquiète terriblement nos compatriotes à juste titre. C'est l'inflation alimentaire. Et le retour de l'inflation alimentaire causera des problèmes sociaux, des problèmes à chacun des ménages dans notre pays qu'il faut savoir... Mais pardon, justement... Ça fait 60 jours de guerre. Allez demander à ceux qui vous vendaient le 28 février une victoire rapide des États-Unis contre l'Iran. Pourquoi après 60 jours, le conflit continue encore ? Pendant ce temps, les agriculteurs du monde entier font face à une deuxième flambée des prix des engrais. La guerre avec l'Iran menace les approvisionnements mondiaux en riz. La hausse des prix des carburants, essence, diesel, kérosène partout dans le monde, y compris en Europe et en France, est bien réelle. Les perturbations dans le transport aérien aussi sont réelles, avec des billets d'avion en forte augmentation. Et la liste des conséquences peut encore continuer. Mesdames et messieurs, nous attendons toujours que Trump annonce la reprise des frappes contre l'Iran. Mais je pose encore la même question ici. 4 et transportant du brut escorté par un navire de guerre à Acosta, Cuba, sans qu'aucune intervention américaine n'ait lieu. Trump affirme autoriser cette arrivée russe et d'autres pays qui souhaiteraient aider Cuba, alors qu'il menaçait de tarifs douaniers supplémentaires tout pays au monde qui vend ou fournit du pétrole, directement ou indirectement à Cuba. Le Mexique a même suspendu ses envois et d'autres pays ont reculé. La Russie, elle, annonçait depuis janvier son intention de renforcer son soutien à Cuba. Elle l'a fait. Rappelons que l'Anatolie n'a rien à voir avec les autres pétroliers qui ont été arrêtés ou saisis récemment par la France ou les États-Unis. Ça, c'est un pétrolier officiel de la flotte russe appartenant à la compagnie d'État russe. Il bat ouvertement le pavillon russe depuis longtemps.
Sachez que la grande majorité des pétroliers battant pavillon russe arrêtés ou saisis par les États-Unis et la France ne sont pas des navires appartenant directement au gouvernement russe. Ils naviguent souvent sous pavillon de complaisance. Mozambique, Panama, Guyana, Libéria, Venezuela et changent de nom ou de pavillon en cours de route pour brouiller les pistes comme la marinera. Concernant Cuba, les États-Unis ont imposé un blocus énergétique de facto. Après la capture de Maduro, ils ont coupé net les livraisons de pétrole vénézuélien vers Cuba qui couvraient une grosse partie des besoins de l'île. Depuis des décennies, le peuple cubain souffre de blackouts massifs, de pénurie de carburant, d'essence, de gaz de cuisine, d'eau. Les pompes marchent au diesel, des hôpitaux qui reportent des opérations, une inflation galopante, la nourriture qui manque. C'est une crise humanitaire réelle qui touche 11 millions de personnes. Trump a signé un executive order déclarant une urgence nationale à cause de Cuba, accusant le gouvernement de Díaz-Canel de soutenir des pays hostiles aux États-Unis, comme la Chine, l'Iran et la Russie. Ajoutez à ça des groupes terreau et la menace sur la sécurité des États-Unis. On parle de la même Russie qui l'autorise aujourd'hui à fournir du pétrole à Cuba.